Les États-Unis peuvent-ils prendre l'Iran de vitesse et remporter une victoire dans cette guerre? Les États-Unis peuvent-ils vaincre militairement l'Iran? Les États-Unis peuvent-ils simplement employer suffisamment de mots pour semer une telle confusion chez l'autre camp qu'il ne saura peut-être même pas qu'il a perdu la guerre? Je veux dire, aussi délirant que cela puisse paraître, c'est une question légitime, compte tenu de ce que certains de nos hauts dirigeants et porte-parole de l'administration disent à la télévision. Certaines de ces choses sont tout simplement délirantes, et pourtant, c'est bien ce qu'ils disent. Nous allons essayer de déterminer quelle est la réalité de tout cela. Nous allons retrouver notre invité que nous avons reçu récemment, Brian McGlinchey. C'est un journaliste indépendant qui publie Stark Realities, une lettre d'information qui sape les récits officiels et démolit les idées reçues. Vous pouvez retrouver tous les travaux de Brian sur starkrealities.net. Brian, bon retour dans l'émission. Nous sommes ravis de vous retrouver. Oh, quel plaisir de vous retrouver. Eh bien, écoutez, avec une installation comme celle-là, je suis sûr que vous vous attendez à voir des choses intéressantes à commenter. Vu votre problème avec Stark Realities, vous serez probablement très bien armé pour distinguer les absurdités de la vérité ici. Et allons droit au but. Le président Trump, il y a seulement quelques heures, s'exprimait, je crois, devant la nouvelle salle de bal qui est en train d'être construite là-bas. Il cherchait une manière d'expliquer que vous savez, aujourd'hui, en réalité, nous sommes en très bonne position concernant la guerre avec l'Iran. Le détroit. La nuit dernière, on a eu beaucoup de bateaux qui sont passés. Nous avons la maîtrise, le contrôle total du détroit. Je veux dire, à part les nuisances, et il y en a quand ils tirent un drone de temps en temps, tout le monde ne va pas passer, mais il passe. Et ces 2 dernières semaines, on a vu beaucoup de pétrole sortir. Beaucoup de pétrole. Ce ne sera pas parfait, mais il y a beaucoup de pétrole qui sort. Beaucoup. En fait, les gens sont étonnés. L'une des raisons pour lesquelles le pétrole n'est pas monté, disons, aux $300 le baril annoncé, il est à 83, 84, 85. Et il sera bien plus bas quand tout cela sera terminé, parce que nous avons beaucoup de pétrole. L'une des raisons pour lesquelles il n'est jamais monté à 300, 350, c'est que nous en recevons beaucoup. Donc oui, il y a beaucoup de pétrole. Beaucoup de pétrole sort, et tout va bien. Qu'est-ce que vous dites? Je crois qu'il a parlé du prix du pétrole qui allait bientôt baisser, beaucoup baisser. Mais ce qui baisse beaucoup en ce moment, c'est la réserve stratégique de pétrole. Avec le dernier prélèvement, on en est arrivé à un point où, avant la guerre en Ukraine, elle était d'environ 580 millions de barils. Et maintenant, elle est tombée, je crois, à environ 240 millions. Donc, à peu près la moitié de ce qu'elle contenait avant la guerre en Ukraine a été utilisée. C'est ce qui aide réellement à modérer le prix du pétrole à ce stade. Et quand les gens entendent que la réserve stratégique de pétrole est à 243 millions de barils, le chiffre clé sur lequel il faut se concentrer, ce n'est pas tant la marche vers zéro que la marche vers 170 millions. Parce que c'est à ce niveau-là que, selon les analystes, l'infrastructure de la réserve stratégique de pétrole est gravement menacée. Pour ceux qui ne le savent pas, la réserve stratégique de pétrole n'est pas stockée dans une immense ferme de réservoirs en surface. Elle se trouve dans une soixantaine de vastes cavernes salines souterraines, au Texas et en Louisiane. Et lorsque vous commencez à trop la vider, la contre-pression qui maintenait les parois de ces cavernes diminue. À cela s'ajoutent les mouvements du pétrole le long des parois, ce qui peut entraîner un effondrement. C'est donc ce chiffre-là qu'il faut surtout surveiller. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons déjà parcouru bien plus de la moitié du chemin vers cette zone de danger, contre laquelle les analystes nous disent de nous prémunir.
danger zone that analysts tell us to watch out for. And what does that do? What other than what it may do? Au-delà de l'effet que cela peut avoir sur le prix du pétrole, que signifie la perte de la moitié de nos réserves stratégiques de pétrole par rapport à leur niveau de 2022? Quelles conséquences cela a-t-il pour les États-Unis ou quels risques cela crée-t-il que nous n'aurions pas autrement? Yeah, this is a case where, Oui, c'est un cas où l'appareil de sécurité des États-Unis se prend une nouvelle fois les pieds dans son propre poncho, pour reprendre une expression de l'armée. Mais la réserve stratégique de pétrole existe pour faire face aux imprévus. Et nous avons donc rendu un très mauvais service à notre sécurité nationale en créant nous-mêmes un imprévu, en commettant cette énorme erreur qui nous oblige à puiser dans ces réserves. Et en réalité, si l'on pense à la réserve stratégique de pétrole, elle est surtout censée nous permettre de survivre en temps de guerre. keep us surviving in wartime. What it's being used though now is as a political. Mais aujourd'hui, on l'utilise comme un outil politique. Au lieu de laisser le prix du pétrole augmenter, ce qui entraînerait des comportements bénéfiques en période de pénurie. Autrement dit, le prix monte, les gens font moins de trajets en voiture, ils prennent d'autres décisions, ils ne réservent peut-être pas un vol, et ainsi de suite. Ce qui aide à compenser la pénurie. À la place, on se retrouve dans une situation où l'on encourage cette consommation continue. Et donc, on transforme un actif stratégique en actif politique. Avec les élections de mi-mandat qui approchent et qui sont au premier plan, c'est assurément la principale considération de Trump. Oh no, he doesn't care about that at all. I don't know if you heard. Oh non, ça ne l'intéresse pas du tout. Je ne sais pas si vous avez entendu. Hier, il a dit qu'il ne se préoccupait même pas des élections de mi-mandat. Ce n'est même pas dans son radar. Et si vous croyez ça, alors vous croirez sans doute aussi ce qu'il a dit aujourd'hui, lors de cette même conférence de presse, que la situation globale de la guerre avec l'Iran est vraiment bonne. Peut-être à un moment donné. Mais pour l'instant, je pense que la situation est très bonne. Mais peut-être à un moment donné. Écoutez, c'est très simple. Ils doivent s'en débarrasser complètement. Ils doivent se débarrasser des armes nucléaires. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils l'utiliseraient. On va parler de cette histoire d'armes nucléaires dans un instant. Mais que pensez-vous de ce tellement bien? La guerre se passe tellement bien, mec. Franchement, ça pourrait difficilement aller mieux. Je pense qu'au fil de son mandat, il s'est tellement habitué à ce que sa base le soutienne aveuglément qu'il peut sortir n'importe quoi, même complètement déconnecté de la réalité. Peu importe, ils acquiesceront et suivront le mouvement. Bien sûr, sa base se fracture sous nos yeux, parce qu'une grande partie d'entre elles se sent totalement trahie. On le voit partout sur les réseaux sociaux. Mais cette guerre ne se passe bien, à aucun égard. Dans votre émission précédente aujourd'hui, vous avez montré un graphique qui illustrait l'épuisement tout simplement colossal, stupéfiant, de nos stocks d'armement. Le voilà. Enfin, regardez ce chiffre pour les THAAD et celui des Tomahawk. C'est stupéfiant, surtout pour un département de la défense dont le budget est de 1000 milliards de dollars et approche les 1500 milliards, que les réserves de ces armes essentielles soient déjà presque épuisées. Le détroit n'est pas ouvert. Nous n'exerçons pas notre puissance dans le détroit. Toute la région connaît une déstabilisation qui s'aggrave avec la Turquie, le Yémen, le Liban, la Syrie, Israël. Tout cela commence à se renforcer mutuellement. Et sur le champ de bataille, nous n'avons atteint aucun objectif. Et même s'ils ajoutent toujours à la fin, ils n'auront pas l'arme nucléaire, nous en reparlerons plus tard, c'est désormais très relégué au second plan. Toute l'attention est portée sur le détroit. Le détroit ne fonctionne pas. Nous puisons dans la réserve stratégique de pétrole. Et surtout, nous avons vu au moins 18 militaires américains tués dans cette opération.
Au moins 625 autres ont été blessés ou touchés dans cette guerre absurde. Nous assistons à une évacuation massive des bases militaires de la région. C'est une humiliation pour le Pentagone. À long terme, ce sera peut-être la meilleure chose, bien sûr, pour des réalistes comme nous, qui avons depuis longtemps compris que ces bases ne sont qu'un point d'exposition pour nos troupes, un fil déclencheur. Alors, il est difficile de trouver quoi que ce soit qui ait été accompli dans tout ça. Cela a été la plus grande erreur stratégique. Et à un moment donné, ce sera la plus grande erreur stratégique de tous les temps. Que pensez-vous du fait que tant de gens continuent, qu'il s'agisse des partisans les plus fervents du président Trump ou même de la population en général, à répéter cette idée? Ah ben, ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. On va faire en sorte qu'ils ne gagnent pas. Même sa propre administration a dit qu'il n'y avait pas de programme d'armes nucléaires. Il n'y en a jamais eu, pas depuis 2003. Et toutes les administrations depuis chaque année, y compris celle du président Trump, chaque année de son administration, y compris durant son premier mandat, ont affirmé qu'il n'y avait pas de programme d'armes nucléaires et qu'il n'avait pas décidé d'en lancer un. Mais lui continue de dire ce genre de choses. Je veux dire à un moment, est-ce que les gens vont commencer à se dire « Attendez quoi ?» Oui, je pense que cette prise de conscience progresse. Mais vous avez raison. Il y a une frange de l'opinion publique américaine, dans la droite conservatrice, soi-disant conservatrice. On pourra en parler à un autre moment. Je pense qu'ils ne comprennent pas ce que signifie le conservatisme en matière de politique étrangère et de sécurité nationale. C'est comme s'il leur était impossible d'admettre que ce mensonge qu'on leur a répété tant de fois est devenu si efficace qu'ils veulent s'y accrocher. C'est devenu une sorte de pilier profondément ancré dans leur compréhension de la région, alors que c'est complètement faux. Comme vous l'avez dit, l'appareil de sécurité nationale a publié en 2007 une première évaluation affirmant qu'ils avaient interrompu leur programme en 2003. Et cela a été reconfirmé continuellement, année après année. Il y a tellement de mensonges qui entourent toute la question nucléaire. On voit Mark Levin et ces gens-là dire « On ne pourra jamais faire confiance aux Iraniens pour respecter un accord ». C'est de la projection, encore et encore, du côté militaire, de ce côté-là. L'Iran respectait pleinement l'accord. Bon, Obama avait le JCPOA, le plan d'action global commun, l'accord sur le nucléaire. L'Iran le respectait intégralement et cela a été certifié. Ils ont pris un grand nombre de mesures extraordinaires. Ils se sont débarrassés de leur uranium enrichi. Ils ont arrêté l'enrichissement à un niveau plus bas. Ils ont coulé du béton dans un réacteur à eau lourde. Toutes ces mesures ont été prises dans le plein respect de l'accord. C'est les États-Unis qui ont rompu l'accord. Ce sont les États-Unis à qui on ne peut pas faire confiance. Et c'est pour cela que notre diplomatie est si gravement atteinte aujourd'hui. Et vous savez, l'une des autres choses qu'il a dites, c'était, enfin, toute cette idée que tout va si bien. Bon, c'est une chose si le président Trump le dit, parce qu'il a toutes les raisons de le faire. Mais évidemment, les gens ne manquent pas pour répéter les mêmes choses que lui et les renforcer, surtout dans les médias grand public. Et depuis la mort de Lindsey Graham, il n'y a pas de plus grande supportée que le général Jack Keane. Même si d'autres essayent de gravir les échelons, ce qu'on verra aussi dans un instant. Mais regardons d'abord Jack Keane, parce qu'il essaye de s'éloigner de toute la question des armes nucléaires. Il commence davantage à se concentrer sur la manière de gagner cette guerre. Et il dit, écoutez, je vais vous dire 2 ou 3 choses. On montrera les deux pendant l'émission. La première, c'est que le véritable objectif du camp iranien, c'est simplement de tenir jusqu'aux élections de mi-mandat, puis d'espérer que les démocrates viennent les sauver.
Ils comprennent fondamentalement que la guerre est une épreuve de volonté et ils veulent affaiblir l'administration en entamant le soutien politique et la détermination du peuple américain. Donc s'ils peuvent montrer, à l'approche des élections de mi-mandat, que la guerre n'est pas bien gérée parce que l'Iran mène des actions offensives, alors ils pensent qu'il y a de fortes chances que les démocrates prennent le contrôle et cessent peut-être de financer la guerre. C'est un peu leur raisonnement. J'essaie de comprendre leur position. Apparemment, les dirigeants de Téhéran misent sur l'espoir que les démocrates remportent largement les élections de mi-mandat en novembre et coupent les financements de la guerre. Et alors, youpi, l'Iran sera content. Vous pensez que c'est leur objectif? Je pense qu'il pourrait y avoir une dynamique politique dans l'espoir d'une résolution de la guerre ou de quelque chose qui pourrait les freiner. Mais leur objectif n'est pas une simple cessation des hostilités. C'est un moment charnière, à l'échelle d'une génération, pour la République d'Iran. Ils sont sous pression, même si l'argument répété est « Oh, ils ont déclaré la guerre aux États-Unis il y a 47 ans ». En réalité, l'agression a été très majoritairement initiée par les États-Unis, l'Occident et leurs partenaires. Donc pour l'Iran, c'est une situation où, après des décennies de mauvais traitements, après avoir subi des sanctions qui ont causé tant de choses terribles à tant d'innocents en Iran, après l'aide apportée à l'Irak dans sa guerre contre l'Iran, avec toutes ces choses qui se sont produites au fil des années, on en arrive maintenant, enfin, à cette culmination de la guerre. Bibi Netanyahu, vous l'avez sans doute vu s'enthousiasmer après le 28 février, quand la guerre a commencé, disait « Je veux faire cela depuis des décennies ». Le moment est enfin arrivé. L'Iran a observé, pensez à l'endroit où il se situe par rapport à ses voisins. Il a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Il a vu l'Irak subir des bombardements pendant des décennies. L'Iran regarde ce moment et se dit, c'est le moment où nous devons établir un tout nouveau paradigme, une toute nouvelle dissuasion durable. En disant, regardez, nous avons enduré tellement de choses pendant si longtemps. Et cela contredit surtout l'argument selon lequel l'Iran serait dirigé par des fous. Ils ont fait preuve d'une retenue, d'une réflexion et d'un calibrage remarquable dans leur réponse à toutes ces provocations. Comme l'attaque contre le consulat iranien en Syrie, cette violation flagrante de la souveraineté à laquelle ils ont répondu de manière mesurée. Donc tout au long de cette période, c'est ce qu'ils ont fait. Eh bien, ils en sont maintenant au point où ils voient la puissance du détroit d'Ormuz. Et ils sont déterminés à imposer un tout nouveau paradigme. C'est donc pas simplement une question de majorité démocrate au Congrès qui accepterait, disons, un quelconque cessez-le-feu. Ils ont déjà vécu ça. Ils avaient un accord avec Obama. L'administration suivante arrive, Trump le défait à l'instigation de John Bolton, défait l'accord nucléaire. Ils ont fait des allers-retours et ont été ballottés de cette façon, tant de fois, y compris depuis juin dernier, puis attaqués au cours de négociations, et ainsi de suite. Il n'y a aucune confiance, et ils veulent avoir l'assurance durable qu'une nouvelle ère s'ouvre, dans laquelle les États-Unis et l'Occident doivent comprendre qu'ils doivent reculer. Oui. Et je ne vois pas cela du côté iranien. En fait, au début de la guerre, je veux dire, pendant la première semaine, les 10 premiers jours, j'ai même dit plusieurs fois à l'antenne, écoutez, pour réussir, l'Iran doit simplement survivre. Il lui suffit de rester viable. Alors que nous devons vaincre physiquement l'autre camp. Le niveau d'exigence était donc bien plus élevé. Mais je pense que l'Iran en est venu à considérer que son contrôle du détroit d'Ormuz et sa capacité à le conserver quoi que nous fassions lui permettent de se dire « Attendez un peu, il y a peut-être d'autres possibilités. Nous pourrions même remporter une victoire militaire contre les États-Unis. » Je pense que c'est désormais l'une des options envisagées.
et cela semble faire partie de leurs réflexions. Nous avons reçu hier le professeur Mohammad Marandi, et il l'a fortement laissé entendre dans notre émission. Il y a aussi un autre universitaire iranien, interviewé aujourd'hui sur une télévision du Moyen-Orient, qui semblait laisser entendre la même chose. Il n'y a pas de cessez-le-feu. L'Iran s'est préparé à un conflit prolongé, anticipant que les États-Unis pourraient prévoir une attaque militaire majeure contre l'Iran et intensifier massivement la guerre. Et l'Iran a restructuré ses organisations militaires et de sécurité en prévision de cela. L'Iran a tiré les leçons de la guerre. Il a donc fait évoluer sa stratégie, passant d'une posture défensive à une posture offensive. Et ce n'est pas le seul à en parler. Ghalibaf a fait plusieurs déclarations sur X et à la télévision iranienne. Certains généraux des gardiens de la révolution ont tenu des propos de plus en plus provocateurs, du genre « nous pourrions passer à l'offensive », comme il vient de le dire. Et vous savez, quand on commence à regarder nos stocks de missiles, on en a parlé il y a un instant et on y reviendra dans une minute, quand on regarde les capacités défensives qu'ils ont sous ces montagnes, avec ce type de dispositif que nous ne pouvons pas pénétrer et que nous avons démontré au cours d'au moins 2 phases distinctes de cette guerre que nous ne pouvons pas traverser. Il n'est pas déraisonnable que l'Iran se dise, avec le détroit d'Ormuz, on peut passer à l'offensive et peut-être entraîner les États-Unis dans une guerre qui pourrait encore davantage épuiser ses stocks pour les faire baisser. Encore une fois, gardez bien ceci à l'esprit. C'est absolument essentiel à comprendre. Cette dégradation considérable de nos réserves et de nos inventaires ne résulte que de 53 jours de guerre. On peut peut-être y ajouter certaines frappes contre les Houthis par le passé. Mais là, il s'agit de l'inventaire d'avant-guerre. C'est ce qu'affirme le CSIS. Que se passerait-il si nous étions entraînés contre notre gré dans un conflit? Si nous ne pouvions pas simplement choisir nos 40 jours ici, nos 13 jours là, mais que nous nous retrouvions enfermés dans un conflit prolongé et soutenu dont nous ne pourrions pas choisir de sortir, et que nous épuisions ces armes de haute précision. Que se passera-t-il alors? Oui, vous parlez d'une incapacité totale à défendre nos propres forces, sans même parler des pays hôtes qui tous, je pense, se grattent la tête et réexaminent toute leur compréhension de cette relation de sécurité avec les États-Unis. Ce qui était peut-être considéré auparavant comme un atout apparaît désormais très clairement et massivement comme un handicap. Avoir cet empire américain interventionniste qui utilise votre pays comme base. Or, vous vous êtes retrouvé dans une situation où nous avons déjà vu l'incapacité à défendre ces pays. Si cela va encore plus loin, on assistera à un mouvement de retrait encore plus marqué. L'attention est très largement focalisée sur la dénucléarisation du prétendu programme nucléaire inexistant. Mais ce que nous voyons à la place, c'est une débasification. Et je pense que cela va constituer une part majeure de ce que l'Iran cherche à accomplir ici. Je pense que ce que nous voyons sous nos yeux, c'est en quelque sorte ce réveil de l'Iran, après avoir été malmené de tant de façons pendant si longtemps. Et je ne dis pas en employant le mot malmené que ce gouvernement est nécessairement vertueux. Je suis libertarien, donc je ne pense pas vraiment qu'une telle chose existe, à vrai dire. Mais ils ont subi une telle pression pendant si longtemps, restant un peu en retrait, réagissant, et ainsi de suite. Maintenant, je pense qu'on assiste à un basculement total vers l'affirmation de soi. Parce qu'ils ont déjà démontré cette année leur capacité à résister et à riposter avec une telle force. Et ce qu'ils ont accompli là-bas, ils le voient, je pense, comme une recomposition de l'ensemble des possibilités. Comme vous l'avez dit, ils voient ici tellement d'autres opportunités. Regardez comment ils s'affirment désormais dans leurs exigences.
en intégrant pleinement Gaza et la Cisjordanie à leurs revendications. Regardez leur stratégie de menace. Je crois que c'était hier, ou peut-être avant-hier, contre la Syrie. Ils ont dit que, si elle s'impliquait au Liban en s'en prenant au Hezbollah, ils riposteraient massivement. Je crois qu'ils ont divulgué une liste d'une centaine de cibles précises qu'ils frapperaient, y compris le palais. Je ne pense pas qu'il y a quelques années, l'Iran aurait forcément proféré une menace de ce genre. Mais aujourd'hui, on les voit s'affirmer. Je pense qu'ils comprennent vraiment qu'ils peuvent être une puissance régionale, et pas seulement régionale. Compte tenu de leur position géographique, de leur population très instruite, de leurs ressources, et ainsi de suite, ils sont vraiment en mesure de devenir une puissance d'importance mondiale pendant très longtemps. Est-ce que c'est une prise de conscience? Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne façon de le dire, parce que je pense qu'ils en ont pris conscience. Je pense qu'avant que ça commence, et dans les premières phases, il y avait peut-être à Téhéran un large consensus sur le fait que, oui, il fallait simplement survivre pour pouvoir gagner ça. Mais ensuite, je pense parce qu'ils ne savaient pas comment ils pourraient disposer du détroit d'Ormuz. C'était toujours quelque chose de théorique. Mais lorsqu'ils ont réellement vu comment ils pouvaient le contrôler et la puissance que cela leur donnait, je pense que, un peu comme ce spécialiste vient de le dire. Il a dit qu'au départ, ils étaient dans une logique défensive, mais qu'ils se sont transformés depuis. Ils voient maintenant qu'ils disposent de certaines ressources. Et l'un des éléments majeurs, ce n'est pas seulement le contrôle du détroit d'Ormuz, mais aussi le système qu'ils ont choisi avec les villes de missiles souterraines et ce qu'ils y fabriquent. Ils ont choisi un système beaucoup moins coûteux à produire et qu'ils peuvent fabriquer bien plus rapidement que les États-Unis ne le peuvent. Nous avons choisi des systèmes d'armes au délai de production très long et très coûteux, qui ne peuvent pas être fabriqués rapidement. Donc, pendant cette pause, en réalité depuis avril, et au cours de cette courte fenêtre de 13 jours où nous avons été dans des pauses effectives, la partie iranienne a augmenté ses stocks. Nous avons légèrement augmenté les nôtres, mais pas tant que ça parce qu'ils arrivent très lentement. Hier sur Fox News, Bret Baier s'entretenait avec le secrétaire adjoint à la guerre. Il cherchait à obtenir une confirmation, à être rassuré. Et on fait une bonne chose, on conclut un bon accord sur les systèmes d'armes, alors ne vous inquiétez pas. Quand il parle, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez quand vous verrez ça. Mais moi, je n'en suis pas ressorti rassuré. Sommes-nous prêts si le président dit demain, nous allons mener un effort soutenu à l'intérieur de l'Iran? Avons-nous les munitions nécessaires pour le faire? Eh bien, je pense que le président Trump, le secrétaire Hegseth et le général Kane l'ont tous dit clairement, nous sommes prêts. L'armée américaine peut vaincre n'importe quelle menace, au moment et à l'endroit de notre choix. Et je pense que cela reste vrai aujourd'hui. D'accord, parce que c'est justement ce que j'allais vous demander. En mars, vous avez dit au Congrès que nous avions les armes dont nous avions besoin, mais c'était il y a 5 mois. Écoutez, Trump vient juste de... Il n'a pas dit adéquate. Il a dit que les États-Unis ont la capacité de faire la guerre indéfiniment. Concrètement, nous disposons d'un approvisionnement quasiment illimité en armes et en munitions. D'où est-ce qu'il tient ça? Qui lui a dit ça? C'est vous qui lui avez dit. C'était le secrétaire Hegseth qui lui a dit que nous disposions d'un stock illimité d'armes. J'ai participé directement à une conversation avec le président. Pensez-vous que nous disposons d'un approvisionnement illimité en armes? Je pense que nous avons besoin. Mais cela fait 55 jours que vous bombardez les Houthis, 13 jours que vous défendez Israël,
Et maintenant 5 mois et demi, et ce n'est pas fini, de combat avec l'Iran. Vous croyez toujours à ce que vous avez dit là? Eh bien, moi si. Really? You do? Because I'm not Vraiment. so sure about Vous le that. pensez? And this whole Parce que thing, moi, je n'en suis pas si sûr. you didn't even answer Et toute the cette question. histoire, You said, "Do we écoutez, have enough il n'a même pas to répondu à la sustain question. it?" And instead of On lui a demandé, answering it, est-ce he qu'on en a said, assez? Est-ce qu'on peut "Well, tenir? Secretary Et au lieu d'y Hegseth répondre, and il a dit, Chairman eh bien, le Kane secrétaire said Hegseth et le that président we Kane can ont dit que nous pouvons... What was he said? We Qu'est-ce can qu'il disait defeat déjà? any Nous pouvons threat vaincre n'importe quelle menace, à n'importe quel moment et à l'endroit de notre choix. C'est un slogan qu'on voit au dos des Humvee et sur toutes sortes d'autres choses depuis des décennies, d'accord? C'est pas la réalité. Parce que si c'était la réalité, nous aurions déjà vaincu l'Iran au moment et à l'endroit de notre choix. À moins que d'une manière ou d'une autre, nous choisissions de faire traîner ça. Je ne sais pas. C'est peut-être le cas. Qu'en pensez-vous? To drag this out, I don't know, maybe that's the case. What do you think? Yeah, you could. I think I saw his Oui, nose on growing pourrait. while he was- J'ai l'impression d'avoir vu son nez s'allonger pendant qu'il parlait. C'est drôle. C'est le sous-secrétaire chargé des acquisitions, et il n'a eu aucune conversation directe avec le président. On pourrait penser que, sur un sujet aussi central, la personne qui s'en occupe, si vous étiez le commandant en chef, j'imagine que vous lui parleriez directement. Du genre, on laisse tomber les intermédiaires. Parlons franchement à la personne la plus responsable de ça. Il fallait aussi rire un peu de son attitude. On aurait presque dit une vidéo d'otage. It almost came across like a hostage video. Eastern, c'est aussi comme ça que Snowden. Je suis content que vous ayez souligné. Yeah, it was not. There wasn't a lot of sincerity there. Oui, And like you il n'y avait said, pas beaucoup de sincérité là-dedans. rather than speaking as Et comme vous l'avez dit, c'est très révélateur que, plutôt que de s'exprimer en tant que sous-secrétaire chargé des acquisitions, il se contente de citer le grand leader. so this Exactement. is an administration C'est donc that, une administration qui mène une guerre à coups de rhétorique et de rodomontade. and Et Hegseth, le chef des rodomontades, dont les qualifications ont impressionné Trump depuis son poste derrière un bureau de Fox News. vowing, Ce ne sont que des rodomontades, de la bravade, le torse bombé, et rien pour étayer tout ça. it's all bluster and bravado and pumped up chest and nothing to back it up. And listen, I mentioned a second Ah, et ago, écoutez, j'ai mentionné il y a un instant, en parlant de Jack Keane, qu'il disait que les Iraniens avaient deux objectifs différents. L'un, c'est simplement de survivre. Et en gros, pardon, l'un, c'est d'en rejeter la faute sur les démocrates et d'espérer que les démocrates les sauvent. L'autre est un peu plus étrange, je suppose. Peut-être parce qu'il racle les fonds de tiroir, faute d'avoir trouvé autre chose. Et il ne veut pas dire ce que nous venons de dire, ni ce que les Iraniens eux-mêmes cherchent à faire. Ils cherchent à passer à l'offensive et à vaincre réellement les États-Unis. Lui dit non. Ils essayent simplement, en gros, d'être comme, je n'invente rien, Saddam Hussein. I'm not making this up. Saddam Hussein. Voici une perspective qu'il partage avec Saddam Hussein. Vous vous souvenez de Tempête du désert? Il avait son armée, il avait pris le contrôle de certaines parties du Koweït et des champs pétrolifères, menaçant l'Arabie saoudite. Et nous avons formé une armada face à lui. Nous avons déployé des centaines de milliers de soldats. Il ne faisait aucun doute que nous allions le chasser du Koweït. Et tout le monde, moi y compris, disait « Bon, il ne va pas nous laisser détruire son armée. Il va certainement se retirer. » Mais il ne s'est pas retiré. Il a encaissé le coup. Alors pourquoi a-t-il fait ça? Dans son esprit, il y a survécu et a pu se rétablir. Et dans son esprit, c'était une victoire. Les Iraniens sont dans une situation très similaire. S'ils survivent à cela et qu'ils sont capables de se reconstruire et de se rétablir, ils considèrent que c'est une victoire, malgré les pertes économiques considérables, malgré les pertes militaires et politiques considérables également. Ils ne pensent pas comme nous. And politically as well. They don't think like we think. Yeah, they definitely don't think like you think. Oui, c'est sûr qu'ils ne raisonnent pas comme vous, on peut le dire. Mais d'abord, je faisais partie de cette armada en 1991.
Donc je pense qu'il doit revoir son histoire. Parce que Saddam Hussein, premièrement, pensait qu'il allait pouvoir conserver ça. Il ne pensait pas que les États-Unis allaient envahir. Mais quand ils l'ont fait, il s'est retiré sous la pression, entre autres, du 2e régiment de cavalerie américain, du Koweït vers l'Irak. Et donc, il a survécu, et il a vécu un jour de plus. Mais premièrement, Brian, nous n'avons pas de force terrestre actuellement. Nous n'avons rien qui puisse les menacer. Et nous avons montré que tous nos missiles sont sur le point d'être épuisés. Aucun de ceux que nous avons utilisés jusqu'ici ne les a mis à genoux, ni quoi que ce soit. Ils ont traversé une montagne de granit. Alors, qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui? Le fantôme de Saddam Hussein va-t-il ressurgir? Je ne pense pas. Comme vous l'avez dit, malheureusement, il semble que l'option d'une intervention au sol, agitée comme une menace pendant si longtemps, soit maintenant arrivée à un point où pratiquement tout le monde l'a intégrée. À part peut-être Mark Levin, que je déteste continuer à citer, mais il est l'exemple même d'une rhétorique épouvantable sur cette question. Nous n'allons pas assister à un engagement au sol. Il s'agit davantage de simplement survivre. Ddanagat o dice virtuosism small. Oui, enfin, oui. Je pense que les éléments sont assez clairs sur ce point. Cet universitaire iranien l'a dit. Le professeur Morandi l'a dit hier. Ghalibaf le dit. Rezaei, le nouveau général des gardiens de la Révolution, dit lui aussi ce genre de choses. Et je pense qu'une rhétorique de plus en plus agressive s'impose. Vous en avez aussi beaucoup parlé. Au passage, juste une petite parenthèse, il évoque le Koweït et la conquête du Koweït, le 2 août 1990. Aussi brève est-elle été, grâce à vous. Mais, vous savez, le Koweït est aujourd'hui une inconnue. On pourrait voir des milices irakiennes commencer à envisager de s'intéresser au Koweït, dont l'Irak estime depuis longtemps qu'il devrait faire partie de l'Irak. C'est donc intéressant d'entendre le Koweït être évoqué dans cette discussion. Nous avons parlé d'un réaménagement de l'ensemble de la situation. Une partie pourrait concerner des États autour du golfe Persique. Cela peut paraître tiré par les cheveux, mais ça ne l'est pas. Cela peut nous sembler tiré par les cheveux, mais il y a eu beaucoup de commentaires à ce sujet. En fait, hier, j'ai même posé la question au professeur Morandi, et lui, sans hésiter, a répondu « Oh oui, je pense que c'est un risque important ». D'autres personnes à qui j'ai parlé pensent aussi qu'il y a un risque important. Vous aviez, je crois que c'était Ghalibaf, qui était aujourd'hui en visite en Irak, et qui disait « Vous savez, nous avons des liens fraternels, et nous améliorons nos relations, etc. » Et en termes d'effectifs, si ces forces de mobilisation populaire concentraient leurs troupes juste là, je pense que les Koweïtiens ne pourraient pas faire grand-chose pour se défendre à ce moment-là. Je vous le dis, Brian, il n'y aurait pas la 101e ni la 422e division aéroportée qui arriverait par avion pour établir une zone tampon. Cette fois, nous n'allons pas faire ça. Et se rassembler dans une vaste zone de regroupement, à portée de roquettes, de tout ce qui se trouve alentour. Exactement. C'est pour ça que ça n'arrivera jamais. Sinon, nous mourrons rapidement en très grand nombre. Je pense que si j'étais le Koweït, je serais beaucoup plus inquiet et je me tournerais bien davantage vers la diplomatie qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici. Mais écoutez, à la lumière de tout ce dont nous avons parlé ici, y compris du risque potentiel que le Koweït lui-même soit de nouveau menacé d'être envahi, vous avez ce type-là. Alors, je crois que c'est le colonel Jim Carafano. Il est sur Fox News. Je pense qu'il se dit peut-être, bon, avec la disparition de Lindsey Graham, il nous faut une nouvelle personne pour reprendre ce rôle belliciste, toujours voir les choses de manière positive et réclamer davantage de forces militaires. Et le voici, aujourd'hui. Ceux qui disent, écoutez,
Vous ne pouvez pas mettre ce régime sous une pression telle qu'il viendra à la table des négociations pour vous accorder un accord ou qu'il s'effondrera. Pourrait bien avoir raison. Mais ce n'est pas pertinent non plus. Peu importe que le régime s'effondre ou non. Ce qui compte, c'est que nous avons retiré de l'équation tout ce qui en faisait une menace stratégique. Et désormais, ils sont face à ce choix. L'accord que vous obtenez, c'est que vous ne récupérez jamais les moyens qui faisaient de vous une menace. Mais vous retrouvez une économie, ou bien pas d'accord. Et l'absence d'accord produit la même chose qu'un accord. Cela ne fait que repousser le moment où l'Iran pourrait de nouveau se reconstruire et redevenir une menace. Donc si vous prenez une pièce et que vous la lancez, pile, nous gagnons. Face, nous gagnons. On dirait qu'il va falloir du temps pour que l'étau économique fasse effet sur l'Iran. Et c'est la nouvelle norme. Et c'est très bien, parce que qu'est-ce que la nouvelle normalité? Nous négocions avec le Hamas à Gaza sur la reconstruction de Gaza. Nous travaillons avec les Syriens. Nous négocions avec les Libanais sur leur avenir. Nous travaillons avec les États arabes et Israël sur la sécurité collective. Nous développons toutes sortes de moyens pour acheminer des produits hors du Golfe. Quel est le problème là-dedans? Quel est le revers de la médaille là? Premièrement, de quoi parle-t-il? Il parle comme s'il énumérait des réussites. Nous négocions à Gaza, au Liban, en Syrie, et tout irait formidablement bien. Rien ne se passe bien pour nous dans ces endroits, donc je ne sais pas de quoi il parle. Mais même avant ça, de quoi parle-t-il quand il dit que nous leur avons retiré tout ce qui leur donne un avantage stratégique? Je ne vois pas. À moins que depuis le début de notre émission, le détroit d'Ormuz ne leur ait soudainement échappé. Qu'en dites-vous? C'est ça. Je veux dire, ils ont fait qu'obtenir des avantages stratégiques, qu'ils pensaient théoriques, le contrôle du détroit d'Ormuz. Et maintenant, ils se rendent compte que bon, c'était plutôt facile. Et probablement, j'en suis sûr, beaucoup de gens en Iran se disent « on aurait dû faire ça il y a 20 ans », indépendamment du fait qu'Israël ou l'Iran, je veux dire, ou les États-Unis, aient engagé les combats contre l'Iran. Ils très bien pu s'en servir pour se débarrasser du régime de sanctions. Un régime de sanctions, c'est un blocus sans navire. A sanction regime is a blockade without ships. It's a blockade enforced by the OFAC office of the Treasury Department. C'est un blocus imposé par l'OFAC, le bureau du département du Trésor à Washington. Ce n'est pas une alternative à la guerre. C'est une autre forme de guerre. Mais je m'égare. Quand il dit, bon, eh bien, il suffit d'attendre, vous savez, de laisser les médicaments arriver, malgré le blocus et les sanctions économiques. Qu'est-ce qu'il... C'est ne pas reconnaître du tout qu'il y a deux côtés dans cette situation, avec ce trafic ralenti qui sort du Golfe. Ce n'est pas seulement l'Iran qui est touché, c'est tout le reste du monde. Et nous en avons parlé la dernière fois, mais le monde est face à une catastrophe économique qui durerait longtemps, qui ferait passer la grande crise financière de 2006 pour rien du tout, pour une promenade de santé. Donc cette idée d'attendre. Vous savez, nous avons parlé de la réserve stratégique de pétrole, et ainsi de suite. Mais attendre, ce n'est pas... Le simple passage du temps ne joue pas en faveur des États-Unis dans cette équation. L'horloge tourne des deux côtés. Et il me semble clairement que le camp iranien est davantage capable de supporter cette course contre la montre et la pression croissante que ne le seraient les États-Unis si les parois de sel de la réserve stratégique de pétrole commençaient à s'effondrer, si le prix du pétrole montait à 150, voire 300 $ le baril, si les engrais ne pouvaient plus être acheminés partout dans le monde. Ce ne serait pas seulement le prix à la pompe, ce serait bien plus que cela. Un chômage massif, une désorganisation économique, des guerres civiles pour des ressources qui se raréfient. Cette rhétorique ne reconnaît tout simplement pas la nature de la situation pour toutes les parties concernées.
for all sides concerned. And of course, he has an audience. Et vous savez, bien sûr, je pense qu'il n'a qu'un seul public, le président Trump, qui a d'ailleurs fait des commentaires positifs sur Jim Carafano. Donc évidemment, je pense qu'il continue à dire des choses dont il sait qu'elles vont plaire au président. Et c'est effectivement le cas. Mais cela ne correspond pas à la réalité. À votre avis, Brian, que se passerait-il si l'Iran lançait réellement une attaque contre les États-Unis pour nous provoquer, pour nous pousser à y retourner? Parce qu'en ce moment, comme je l'ai dit, vous savez, nous reconstituons progressivement nos stocks, mais nous y retournons. Enfin, nous produisons des choses en ce moment même. Donc, je crois que depuis la mi-juillet environ, depuis ces 13 jours de retour, nous sommes encore en train de nous reconstruire. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas selon notre calendrier, pas selon Mike Duffy, qui dit que nous nous battrons au moment et à l'endroit de notre choix? Et si c'est l'Iran qui décide du lieu, du moment et de l'ampleur de son choix, et que nous devons y répondre parce qu'il déclenche quelque chose? Je ne pense même pas que cette éventualité entre dans la mentalité de qui que ce soit parmi ces gens. Jack Keane, le président Trump, Duffy, Carafano, tous ces gens-là. Que devient cette mentalité qui pense que nous pouvons décider de tout si tout à coup nous devons répondre à des tirs? Cela s'évapore, parce que dans une telle situation, il y aurait un très fort sentiment qu'il faut répondre. Et pourtant, l'Iran nous tient en échec. La menace de représailles contre les infrastructures pétrolières et de dessalement tout le long du Golfe, c'est une menace avec laquelle on ne peut pas jouer. C'est la menace de déclencher ce scénario de catastrophe économique dont nous venons de parler. Alors, il est difficile de dire ce que nous ferions dans cette situation, parce que nos options sont très limitées. Et ce scénario, où les options sont limitées, inquiète forcément face au bruit de couloir que l'on entend sur un possible recours à des armes nucléaires contre l'Iran. Pouvez-vous nous expliquer, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, ce que sont ces discussions en coulisses? Oh, vous entendez seulement des spéculations, selon lesquelles peut-être on larguerait une arme nucléaire sur Pickaxe Mountain. Là encore, je ne sais pas ce que cela permettrait d'accomplir, au final. Je veux dire, pour obtenir l'effondrement de l'Iran tel que nous le connaissons, je pense qu'il faudrait parler de populations civiles dévastées. Donc je ne dis pas que c'est probable. Malheureusement, nous sommes dans une situation où nous nous sommes tellement éloignés de la Constitution et des principes fondateurs. Ce ne serait pas bien si les fondateurs avaient eu la clairvoyance de dire que des décisions, comme entrer en guerre ici en Iran, ne relèvent pas d'un seul individu. Vous savez, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont confié cela au pouvoir législatif. Ils l'ont complètement abandonné. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Ce qui aurait dû être la décision d'un organe délibératif de 535 personnes représentant le peuple. Vous avez cette personne au tempérament imprévisible. Vous savez, un seul individu. Alors on déteste voir cette guerre continuer à être menée et poursuivie au gré des caprices de Donald Trump, dont la maîtrise des nuances et des faits concernant cette région, et il est intellectuellement peu curieux. Je pense qu'il est très bien établi que tous les briefings sont simplifiés à son intention. Ce n'est pas quelqu'un qui a une compréhension très solide de tout cela. Il est entouré de collaborateurs qui influencent la politique menée. Beaucoup d'entre nous espéraient quelque chose de la seconde administration. Il s'est dit « Oh, j'avais fait venir les mauvaises personnes la première fois, John Bolton et tous ces gens-là. » Une fois de plus, il s'est entouré de personnes déterminées à faire avancer l'agenda d'Israël dans la région. Et il a cette chambre d'écho autour de lui. Là encore, il est isolé, donc il n'aime pas entendre de mauvaises nouvelles. Je pense donc qu'il y a une dynamique dans laquelle ses subordonnés le protègent effectivement des mauvaises nouvelles.
from bad news. There, I guess it was 2 weeks ago or so. Je crois que c'était il y a 2 semaines environ. Le président Trump était soi-disant prêt à lancer la plus grande campagne de bombardement depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'il a dit. Et cela devait se produire durant un week-end. Et selon Trump lui-même, apparemment, Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite l'a encouragé à ne pas le faire. J'ai entendu dire qu'en réalité, il y aurait eu une altercation très vive et que l'Arabie Saoudite a exigé qu'il ne le fasse pas. Mais quoi qu'il en soit, il a renoncé parce que l'Arabie Saoudite a compris exactement ce dont vous venez de parler. Elle se retrouverait dans la ligne de mire avec ses infrastructures pétrolières qui pourraient être mises hors service pendant des années, du moins en partie. Alors ce serait absolument dévastateur pour eux, sans même parler des capacités de dessalement. Là, ce serait encore plus grave. Mais est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, que ce soit Oman, l'Arabie Saoudite, le Koweït ou n'importe lequel de ces pays, disent, vous savez quoi? S'allier aux États-Unis, c'est suicidaire. Je veux dire, ils ont déjà vu que nous ne pouvons pas les protéger, que nos bombes étaient en fait un aimant à missiles pour eux, et non pas une quelconque défense. Qu'ils disent, hey, vous savez quoi? Ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Il n'y a que des pertes, aucun gain, aucun avantage à être avec les États-Unis. Et qu'ils veuillent s'en dégager avant de commencer à se retrouver sous les missiles iraniens? Est-ce que c'est une possibilité? Oui, on pouvait voir cette accélération de ce qui, à mon avis, est inévitable. Après avoir vécu ce qu'ils ont vécu ces derniers mois, leur façon de penser, leur relation avec les États-Unis doit être complètement réorganisée. Il est clairement dans leur intérêt de ne pas accueillir de base et de ne pas être aussi fermement alignés sur les États-Unis et leur programme. Et il y a aussi une autre dynamique. Ces gouvernements du Golfe favorables aux États-Unis doivent d'une certaine manière tenir compte d'une vulnérabilité qui varie au fil du temps, selon le degré auquel leur population autochtone ressentent du ressentiment envers cette relation. Au-delà de la stratégie de notre pays et tout le reste, la question est de savoir comment grandit le ressentiment face à des gouvernements qui sont si alignés sur les États-Unis, si étroitement liés à eux. Les États-Unis qui, à leur tour, facilitent la dévastation d'Israël. Enfin, les images, bien sûr, que nous avons tous vues à Gaza, et maintenant, le Liban commence à lui ressembler. On voit des centaines d'hectares entiers d'oliviers rasés. Ces arbres mettent tellement de temps à pousser, et ils constituent une part si fondamentale, si essentielle de toute la culture palestinienne, de son mode de vie et de sa prospérité. C'est donc une autre raison pour eux de rompre avec cela. On peut voir monter le ressentiment et une déstabilisation interne qui en découle. L'Arabie Saoudite a traversé une situation absolument cathartique de ce genre en 1979, quand des extrémistes ont pris le contrôle de la grande mosquée de la Mecque, le lieu le plus saint de l'islam. En Arabie Saoudite, le titre du roi, on l'appelle peut-être le roi, mais si vous regardez la correspondance officielle, il est le gardien de la mosquée. Ils en tirent une grande fierté et se présentent dans l'ensemble du monde islamique comme les gardiens de ce lieu. Ça a tout changé pour l'Arabie Saoudite, dans la mesure où elle devait réprimer ces extrémistes. Et cela les a ensuite poussés à dire « Hey, vous tous, les extrémistes !» Des membres de la famille royale disaient « On vous donnera de l'argent. Allez semer le trouble ailleurs. Partez en Afghanistan et rejoignez la cause là-bas. » Et à Al-Qaïda, voilà de l'argent. Ne faites rien chez nous, mais vous pouvez aller faire des choses là-bas. Donc il y a toute une autre dynamique interne qui pourrait entrer en jeu. Pour l'instant, elle ne remonte pas tellement à la surface, mais je pense qu'elle couvre toujours en dessous. Et cela fait partie de la dynamique par laquelle l'Iran s'affirme aujourd'hui avec autant de force sur Gaza
en Cisjordanie, au Liban. Il le fait. Et ce faisant, il se positionne dans la bataille de communication à travers toute la région, cette bataille auprès des citoyens. Parce que tous les citoyens disent « Regardez, regardez l'Iran tenir tête à Israël comme ça. Pourquoi nos dirigeants ne font-ils pas pareil ?» Exactement. Oui. Why don't our guys? Yeah. Exactly. Yeah. Yeah, I think that is, I Oui, agree je that pense que ça va. that makes some- Je pense I que think it's je suis d'accord. Ça pourrait accélérer les choses. and once Je pense que c'est déjà en train d'arriver. want to get this Et une thing fois que, over with, je pense que la plupart des gens veulent simplement en finir avec ça, get their oil pouvoir souffler un peu, back, récupérer leurs installations pétrolières, au cas où. I think that they're gonna start Et ensuite, je pense qu'ils vont commencer à s'y intéresser. Mais si cela repart dans des hostilités actives, ça pourrait accélérer les choses. Ça arrive, d'une manière with El Niño. accelerated. And- It's and it's- coming one way or the other. And it's back against the wall for these Gulf states. Et ces États du Golfe sont dos au mur, tellement leurs infrastructures sont fragiles. Si vous coupez l'électricité et le dessalement de l'eau dans ces États désertiques, installés le long du Golfe, on parle de villes fantômes. On ne peut pas y rester. We're talking ghost town. You can't stay there. You know? Les gens vont être... Dusting off the Massive visas and heading to Europe. evacuation. What's that? Oui, une évacuation immense, massive. Je ne sais pas où ils iraient, mais ils ne pourraient pas rester là-bas et survivre si les usines de dessalement et l'énergie étaient mises hors service, ne serait-ce qu'en partie. Parce que, enfin, avec toutes ces températures, ils cuiraient littéralement sur place. C'est une situation vraiment très sombre, et elle n'est pas arrangée par la pensée délirante du président, ni de beaucoup de ses partisans. Il faut espérer que, d'une manière ou d'une autre, la raison puisse l'emporter. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui et de nous avoir donné ce regard honnête sur la situation. Et rappelez aux gens d'aller sur starcredities.net, je crois que c'est ça, non? Oui, starcredities.net. Et vous pourrez retrouver davantage de Brian. Fatalities.net, and you can get more of Brian. Great. Formidable. Merci beaucoup de me recevoir, Daniel. C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous. Thank you very Merci much. beaucoup. Et nous avons hâte de vous retrouver demain dans le Daniel Davis Deep Dive.